On dirait un palais, vous ne trouvez pas? Oui, un palais qui va partir, il va faire un long voyage. On est bien ici, pas loin de la Seine, pas très loin non plus du jardin des Tuileries. Au soleil. Au soleil. Chaud, certes, mais au soleil. C'est une ancienne gare. Et quand les trains se sont arrêtés, c'est un endroit qui a connu plusieurs vies. Le général de Gaulle a prononcé son premier discours avant son retour en 58 et avant sa fameuse phrase « Je vous ai compris » et le destin de l'Algérie. Et ce destin m'a amené ici, en France. Vous vous souvenez quand il a été inauguré, le musée? Alors là, il a été inauguré, je crois, par François Mitterrand. Exactement. Il me semble. Il a été initié par Giscard d'Estaing. Exactement. Et refusé d'une certaine manière par le général de Gaulle, qui voulait le détruire. Voilà, qui voulait en faire un hôtel. Voilà. Il y a un rapport au cinéma assez incroyable. Juste en face, il y a l'hôtel Meurice. Et le grand metteur en scène Orson Welles préparait un film qui s'appelait Le Procès. Il n'avait pas d'argent. Et un soir, il a décidé, en voyant cet édifice laissé à l'abandon, il a tourné entièrement Le Procès dans cette gare. Adaptation du roman de Kafka. Exactement. Et depuis, évidemment, c'est un musée qui abrite une des collections impressionnistes les plus connues au monde. Magnifique. Bonjour Alexandre Arcadi. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes scénariste, réalisateur, producteur de cinéma, écrivain aussi. Vous venez donc de publier votre autobiographie qui s'appelle 7 rue du Lézard. On va évidemment en parler dans cette émission. Mais avant, on va découvrir quelques trésors de ce musée d'Orsay. Si vous voulez. On y va? Allez. Niché au cœur de l'ancienne gare d'Orsay, ce musée présente depuis 1986 différents courants artistiques, l'académisme, le réalisme, le symbolisme, mais surtout l'impressionnisme, avec l'une des plus belles collections d'œuvres au monde. Parmi les artistes exposés figurent Cézanne, Degas, Gauguin, Monet, Renoir, Rodin, Van Gogh ou encore Courbet. Je suppose que les touristes demandent à visiter cette salle en priorité. En priorité. Encore aujourd'hui, ce qui est absolument extraordinaire avec ce tableau, c'est son pouvoir de fascination et de subversion. Et il y a des personnes qui sont extrêmement choquées, par exemple, que l'on expose un tel tableau dans nos salles, notamment à la vue, au regard des enfants. Bon, en tout cas, c'est le monde Vénus le plus célèbre de l'histoire de la peinture. Oui, c'est Khalil Bey, un diplomate turco-égyptien qui souhaitait obtenir de Courbet un tableau qu'il n'a pas pu obtenir. Et Courbet lui a proposé un autre tableau en échange. Et il lui a donné avec l'origine du monde. Il faut savoir qu'il y avait des petits rideaux. Alors, chez Khalil Bey, en effet, le tableau était présenté dans son cabinet de toilette. Et cette scène de dévoilement est décrite par certains convives. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute son histoire, le tableau a été caché, recouvert. Ça vous attire, vous, Alexandre? Ça vous plaît? Ça vous agace? Ça vous dérange? Non, moi je trouve que il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est ce tableau et son titre. Voilà, c'est le mariage des deux qui donne à cette œuvre une grandeur magnifique et c'est vraiment l'origine du monde. Alors Alexandre, pourquoi est-ce qu'elle est nue, cette femme, à votre avis, au milieu de ces hommes habillés? Parce qu'il fait chaud. Et eux, ils n'ont pas chaud? Pourquoi elle est toute seule nue sur ce tableau? C'est une femme qui n'est pas simplement nue, elle est déshabillée, puisqu'on peut voir ses vêtements posés à côté d'elle, et des hommes habillés en face d'elle. Donc tout de suite, ça donne une dimension temporelle, anecdotique. On n'est pas face à un nu idéal, mais face à des personnes du temps de Manet. Mais ce qui est drôle, c'est que cette femme, je ne sais pas si vous le percevez, ça, Alexandre, elle n'est pas du tout passive. Elle a vraiment l'impression qu'elle nous scrute. Nous, spectateurs. Finalement, c'est pas tellement nous qui la regardons, c'est elle qui nous regarde aussi. On a même l'impression que c'est pas son visage. C'est bizarre, on a quelque chose comme un masque. C'est vrai. Et on voit qu'elle joue vraiment avec à la fois l'artiste et le spectateur. Et c'est aussi ça qui a choqué les spectateurs à l'époque, c'est que ce regard nous prend directement à partie. Au contraire de toutes ces Vénus lascives du salon qui ne nous regardent pas, mais qui sont très alanguies. Là, il y a un jeu à la fois sur la tradition, sur le théâtre et sur la relation entre le tableau et le spectateur.
Alexandre Arcadi, vous venez de publier une autobiographie qui s'intitule 7 rue du Lézard. Alors le 7 de la rue du Lézard, ce n'est pas n'importe quelle adresse, c'est là où vous êtes né, dans la Casbah d'Alger. Est-ce que ça reste encore aujourd'hui votre point d'ancrage? Évidemment. Au fond, en écrivant ce 7 rue du Lézard, je suis parti de cette origine, hein, c'est-à-dire cette naissance dans cet immeuble de la basse Casbah, immeuble tout à fait modeste dans un quartier excessivement populaire, mais qui avait, comment dire, une résonance inouïe. C'est-à-dire que ça était le creuset de presque cette Algérie française. C'est-à-dire que vous aviez un mélange de toutes les religions, les catholiques, les juifs, les musulmans. Et il y avait cette espèce de brassage comme ça de toutes ces communautés qui vivaient dans une espèce d'amitié toute naturelle, liée d'abord à leurs conditions, une condition très très modeste hein, dans ce quartier, et puis cette faculté qu'on avait de voir et de percevoir plus exactement qu'on vivait dans le plus beau pays du monde. Ce livre d'Arcadi... Film, ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Film de vie. Ce livre d'Arcadi, c'est un peu comme un film d'Arcadi. C'est-à-dire qu'il y a les 3 socles fondamentaux qui vous constituent, le cinéma, le judaïsme, l'Algérie. Le judaïsme et les pieds noirs, l'intégration des pieds noirs en France après la guerre d'Algérie. Ce sont des thèmes, des sources d'inspiration inépuisables. Bah, c'est fondamental parce que je ne me vois pas faire des films qui ne me touchent pas, dans lesquels je ne puisse pas, dans ma propre expérience, où je ne m'investis pas pour à la fois pousser des coups de gueule, je le fais souvent au cinéma, être vigilant comme un citoyen doit l'être, et puis un artiste, j'allais dire engagé, bien que ce mot, j'aime pas trop le mot engagé, un artiste plutôt concerné par ce qui se passe autour de lui. Vous êtes un réalisateur fidèle à ses idées, fidèle à ses acteurs également tout au long de votre carrière. On va retrouver Patrick Bruel, Richard Berry, Roger Hanin, Gérard Darmon. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire dans le livre, c'est cette anecdote concernant Roger Hanin. Roger Hanin, c'est quelqu'un à qui il ne faut pas vraiment demander son avis, sinon on risque d'aller chercher la corde pour se pendre. C'est vrai. Parce que Roger, quand je l'ai rencontré, ça a été, j'allais dire, un coup de foudre entre nous deux immédiat. Et puis, le film est fait, le coup de sirocco, je monte le film, je lui montre. Et là, il m'écrit une lettre absolument incroyable en me disant « Merci, c'est un très beau film, malheureusement, il ne va pas marcher. Qui ça intéresse, ces histoires de pieds noirs mais tant pis, on a loupé notre coup, c'est pas grave. » Donc ça vous met dans une forme extraordinaire pour la sortie du film. Bon, le temps passe, nous faisons le grand pardon, et là, rebelote, mais là par téléphone, il me dit « Bon, écoute, c'est raté, c'est pas bien, je suis... » etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis le film sort, et alors là, j'ai dit à Roger, surtout, si un jour tu aimes un de nos films, ne me le dis pas, surtout ne me le dis pas. Aujourd'hui, chez les Juifs, c'est le Kippour. Tant compte la chance que tu as. C'est le grand pardon. Tous les Juifs ils pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal. Tous les Juifs. Sauf un. Moi, je pardonne pas. Vous avez mis en image 24 jours qui retracent le calvaire, le cauchemar qui ont précédé l'assassinat d'Ilan Halimi, ce jeune juif assassiné donc par le gang des barbares. C'est un film qui n'a pas forcément rencontré son public. Est-ce que vous vous y attendiez? C'est un film dur. Oui, au fond, oui, parce que il y a une phrase que m'a envoyée le Premier ministre, il avait vu le film, Manuel Valls m'a dit, je lui posais la question, mais pourquoi ce film ne marche pas? Et il m'a dit cette phrase formidable, c'est que ce film est un miroir dans lequel les Français n'ont pas envie de se regarder. Et c'est tout à fait vrai. Et puis, bizarrement ou pas, je ne sais pas, c'est que le film a eu un retentissement incroyable à l'étranger, particulièrement aux États-Unis. Savez-vous que 24 jours est dans les 30 premiers films les plus téléchargés aux États-Unis, aucun film français n'a jamais été dans cette catégorie des 30 premiers films. Donc c'est dire qu'à l'étranger, on a pris conscience que c'était un moment important pour la France, pour l'Europe, pour le monde, et beaucoup de gens à l'étranger, en Italie, en Espagne, en Amérique, en Angleterre, ont vu ce film-là. Et en France, on prend le temps de le voir. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi?
a été enlevé. Enlevé? Comment ça? Je comprends pas. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. Vous vous êtes essayé à tous les genres, la comédie, le thriller, le drame, le film d'action. Quel est, selon vous, votre film le plus abouti? J'aurais tendance à dire, sur le plan émotionnel, c'est Pour Sacha. Parce que c'est un film qui parle de l'adolescence et ce passage de l'adolescence à l'enfance, le drame qu'un adolescent a vécu, cette histoire d'amour, Israël, le kibbutz. Enfin, il y a quelque chose dans l'émotion qui est très très abouti avec Pour Sacha. Dans la maturité et dans la façon de filmer, je pense que c'est Ce que le jour doit à la nuit aussi. Donc ça, c'est le film le plus abouti en tant que metteur en scène. Voilà. Ce pays nous doit tout. C'est un caillou misérable, on en a fait le jardin d'Éden. Je veux que cette terre reste à nous, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que je t'ai fait, Jonas? Tu comprends pas que c'est toi que j'aime? Dans son Paris des Arts, Alexandre Arcadi nous présente le designer Gad Guigui, qui va nous faire découvrir son univers rétro-vintage inspiré de la musique et du pop art. Il crée notamment des lunettes pour les artistes et collabore étroitement avec des grands noms de la chanson et du cinéma. Bonjour. Salut. Vos collections, elles sont vraiment particulières, très dans l'esprit vintage, et surtout, elles s'inspirent des grandes icônes de la musique. Expliquez-nous un petit peu la genèse de cette marque. De la musique et du cinéma. Ouais, et du cinéma. Les deux. Mais la genèse, elle est très simple, c'est que nous sommes des férus de musique et de cinéma pour plusieurs raisons. C'est que la musique et le cinéma, c'est la magie, c'est des balises de vie, c'est un spectacle. Il y a une notion d'universalité et d'accessibilité qu'on a voulu retransmettre. On n'a pas les compétences et les qualités, le talent d'Arcadi. Moi aussi, tu as beaucoup de talent. Donc Ils ont un on a talent voulu essayer formidable. de toucher du bout des doigts un petit peu ce milieu qu'on affectionne tout particulièrement. Quand on accueille un acteur et on lui dit « Tiens, ça serait bien que tu... Ah voilà, tiens, tu vas porter des lunettes. » Ah, qu'est-ce qu'il va y aller? Alors là, on tombe dans une autre discussion. Il faut lui trouver quelque chose qui lui convienne, qui fasse que ça corresponde au personnage. Et c'est là qu'il intervient, parce qu'on vient le voir. Il accompagne maintenant beaucoup de films, hein, Gad. On vient le voir et on lui demande, voilà le visage, voilà l'acteur, voilà le personnage, qu'est-ce qu'il lui faut? Alors quand on met des lunettes de soleil, là aussi c'est pareil, vous mettez des lunettes de soleil, donc ça cache le regard, mais ça donne une forme au visage. Et quand on retire les lunettes de soleil, le regard apparaît vraiment, il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre. Et c'est ça qui est beau. Mais il ne faut pas se tromper. Et quelquefois on se trompe, alors là c'est une catastrophe. Hein. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos lunettes? Sur Vinyl Factory, donc on a une spécificité, c'est une signature en fait, c'est un manchon qui est en forme de manche de guitare, enfin un type. Donc on travaille vraiment le raffinement. Et donc ensuite, voilà, à partir de cette forme-là, on le décline. Et là notamment, on va sortir des modèles qui sont en fait qu'on a travaillé en métal de façon assez moderne et donc avec un fil ajouré. C'est pas mal, non? Moi, je suis Yves Montand dans... Non, vous êtes mûr pour Mad Max, là. Ah oui, c'est Mad Max ou Yves Montand dans l'aveu? Yves Montand dans l'aveu, hein, il y a quelque chose. Hein. Et c'est sur l'île de la Jatte que nous allons maintenant soumettre Alexandre Arcadi à notre questionnaire du Paris des Arts. Décembre 1960, j'arrive d'Alger, on débarque à la gare de Lyon et je découvre Paris et surtout une publicité en haut d'un immeuble sur les vieux rasoirs Philips avec une petite lumière ronde qui tournait. Là, sur la scène, c'est ce qu'il y a de plus beau. J'avais envie de dire sur la scène, mais je viens de le dire, alors c'est un peu idiot. Je sais pas moi, sur la Tour Eiffel, non, c'est peut-être un peu bâtard.
Non, l'esplanade du Trocadéro, oui, c'est pas mal. C'est plutôt à la maison, sur mon balcon, en regardant les toits de Paris. Alors, comme j'aime pas beaucoup prendre ma voiture, c'est plutôt près de chez moi. Plutôt un chinois, chez Dieppe. C'est bizarre parce que pour moi, c'est peut-être le film Moulin Rouge, le vieux film Moulin Rouge, parce que c'est peut-être comme ça que j'ai découvert Paris alors que j'étais à Alger à la télévision. Un peu plus de calme, hein, c'est le calme qui manque le plus à Paris. La ville lumière, évidemment. Merci Alexandre Arcadi. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr revisionner l'émission consacrée à Alexandre sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite.